Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, je suis Arbia Bouabsa, responsable du pôle partenariat et cofinancement à la direction de l'animation du réseau territorial et du développement des partenariats au CAPIAT. Donc cet après-midi, nous allons parler de transition écologique et plus précisément de solutions permettant d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins. Au CAPIAT, depuis 2021 et la loi Climat et Résilience a pour mission d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable, de les accompagner sur leurs projets d'adaptation liés à la transition écologique en les aidant à définir leurs besoins en compétences. Du coup, comment au CAPIAT s'y prend? Donc, elle travaille sur plusieurs niveaux. Elle met en place des partenariats, notamment avec l'ADEME, la T2E, les ministères. Elle met à disposition également des outils clés en main. Nous le verrons tout à l'heure, l'outil d'autodiagnostic de maturité écologique, mais également la prestation de conseil ressources humaines ou le DIAG-RH. Et nous avons également une offre de services adaptée aux besoins des entreprises. Donc, ça va être l'ordre du jour en fait de cette table ronde qui va durer 2 heures et qui sera complétée donc par des témoignages d'entreprises. Donc sans tarder et pour nous permettre d'introduire cette table ronde, je vais demander à Hervé Proche de prendre la parole. Merci de l'applaudir. Merci Arbia. Donc effectivement Hervé Proche, président de CAPIAT. Avant toute chose, je vous remercie d'être présent parmi nous. Je souhaiterais donc rappeler que, comme l'a dit Arbia, donc parmi les missions de l'OPCO, donc qui figure entre autres celle qui consiste à informer donc les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner bien entendu dans leurs projets d'adaptation donc à la transition écologique, notamment donc par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. Cette table ronde qui était intitulée donc initiative innovante et accompagnement de CAPIAT à la transition écologique va donc de ce fait vous permettre donc de faire un point d'étape sur les outils que l'OPCO déploie en lien avec nos partenaires que sont l'ADEME bien entendu et l'ATE, donc et ainsi que des services des ministères de l'Emploi et donc de l'Agriculture et de la Pêche. Je remercie bien entendu nos intervenants à la table ronde que sont monsieur Daniel Cap, donc vice-président de l'ATE, madame Karine Maillard, chef de projet ATE, et Édouard Fourdrin, donc pour l'ADEME. Nous aurons donc également aussi des témoignages d'entreprises ayant bénéficié de l'appui de l'OPCO avec mesdames Estelle Briard, donc pour l'entreprise Jacquet et Brossard, et madame Florence Collet pour la société ID-Verdé. Vous le verrez donc durant la table ronde que depuis 2021, au CAPIAT s'est mobilisé pour assurer cette mission d'information des entreprises sur les enjeux liés au développement durable. Nous sommes donc désormais présents sur des programmes de formation adaptés pour pouvoir justement répondre à ces besoins en faveur des salariés et des entreprises du périmètre de l'OPCO, notamment donc par son offre régionale TPE-PME, sur les formations FNE Formation ainsi que du FSE+. Nous sommes aussi désormais impliqués au titre de l'accompagnement RH des entreprises, puisque cette année, nous déployons un nouvel outil d'autodiagnostic de maturité RH à la transition écologique, et que nous avons spécifiquement adapté notre prestation de conseil RH à la transition écologique. Ces nouveaux outils ont d'abord été expérimentés en 2024 dans le cadre d'un partenariat resserré avec l'État. Je ne serai pas plus loin car je pense ne pas vouloir dévoiler un certain nombre de sujets et je pense donc avoir dit l'essentiel à ce stade. Je vous laisse donc désormais entre les mains spécialistes du sujet que je confie à l'animation à la table ronde de Arbia, bien entendu, mais également de Victor Pires. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, nous allons entrer donc dans le vif du sujet et nous allons démarrer donc avec une intervention de notre partenaire l'ADEME et la T2E. Je vais demander donc à Monsieur Édouard Fourdin et Monsieur Daniel Cap de nous rejoindre. Et donc, cette séquence sera animée par Victor Pires. Merci de les applaudir.
Oui, bonjour, donc Victor Pires, directeur de l'animation du réseau territorial et développement des partenariats. Sans vouloir faire de redite, à nouveau remercier la présence d'Edouard et de Daniel, qui vont non seulement présenter leur structure, mais également le contenu de l'offre de services qu'ils proposent, mais également illustrer voilà, l'intérêt que nous avons eu conjointement de signer un partenariat qui d'ores et déjà a fait ses preuves, avec des chiffres à la clé, des témoignages éventuels, mais surtout, là aussi, parler concret, puisque nous sommes passés à un stade qui va au-delà de la réflexion et qui aujourd'hui vient apporter un certain nombre de services, d'outils et d'accompagnement auprès de nos entreprises. Voilà, donc réalisation 2024, perspective 2025 et plein d'autres choses que je vous laisse découvrir avec Edouard et Daniel. Merci à vous. Merci. Alors moi, je vais commencer. Je suis Edouard Fourdrin. Je coordonne justement le programme Pacte Industrie pour l'ADEME et je suis du coup avec Daniel Cap. Je te laisse te présenter. Et Daniel Cap, vice-président de l'AT2E, Association Technique Énergie Environnement. Alors avant de commencer effectivement sur le programme et le partenariat, le programme Pacte Industrie et le partenariat qu'on a avec Ocapiat, quelques mots de rappel sur ce qu'est l'ADEME. Que du coup on l'a. Non, bon c'est pas gênant. Voilà, merci pour les slides. Du coup l'ADEME effectivement, donc on est une agence d'État qui travaille sur la transition écologique. On est sous tutelle du ministère de la Transition écologique, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et le ministère de l'enseignement et de la recherche. On travaille beaucoup sur différents domaines d'activité, notamment le changement climatique, mais ça peut être aussi la mobilité, les énergies, la production durable, l'agriculture, l'économie circulaire et plein de thématiques. Et quels sont finalement nos champs d'intervention ? C'est amplifier le déploiement de la transition écologique, donc l'accompagnement des entreprises, mais aussi des collectivités dans leur transition écologique, contribuer à l'expertise collective. On développe justement des réflexions sur l'avenir, par exemple les différents chemins de transition avec l'exercice Transition 2050 qui est un très très bon exemple. Et puis on essaie aussi d'innover et préparer l'avenir, notamment en soutenant la recherche sur la transition écologique. Très rapidement, on est quasiment 1500 collaborateurs répartis sur tout le territoire avec 3 sites centraux et toutes les directions régionales de l'ADEME au nombre de 17. Sur la slide d'après, quelques éléments aussi sur pour le monde agricole. Ah, pardon, effectivement, il faut que je parle plus proche. Donc, quelques éléments sur le monde agricole, c'est la slide d'après. Voilà. Et donc, du coup, on accompagne quelques exemples pour le monde agricole avant de rentrer dans le secteur industriel. Le bon diagnostic carbone pour réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre qui est disponible pour le secteur agricole. Un guide méthodologique sur l'adaptation des filières agroalimentaires au changement climatique. On sait que c'est un enjeu important pour l'agri et pour l'agro. Et puis un outil Climadia qui permet de travailler sur des indicateurs climatiques et agroclimatiques pour appréhender les impacts du changement climatique sur l'agriculture. C'est un exemple de sujet, par exemple, sur le secteur agricole. Toutes nos offres pour le secteur agricole, on les a sur 2 plateformes. Le site Agir pour la transition, .adem.fr et le site Mission Transition écologique où on retrouve l'ensemble des offres pour le secteur agricole. Je vais passer la parole à Daniel pour présenter l'AT2E. Donc l'AT2E est une association loi de 1901 qui réunit en fait tous les acteurs de l'efficacité énergétique et de la décarbonation. On a 46 ans aujourd'hui. Donc, vous voyez un petit peu 2500 adhérents, des délégations dans toutes les régions. Et puis nos 2 domaines d'expertise, l'efficacité énergétique dont on va parler aujourd'hui et les énergies renouvelables, donc le biogaz par exemple qui peut concerner vos entreprises. Dans le domaine des certificats d'économie d'énergie, je signale aussi qu'il y a beaucoup de fiches dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la pêche par exemple. Donc vous pouvez aussi faire des actions d'investissement, bénéficier de ces 2 œuvres. Merci. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet industriel et quelles sont du coup nos actions pour la cible industrielle, donc plus la cible agroalimentaire, industrie agroalimentaire. Mais avant de rentrer dans le programme Pacte Industrie, quelques rappels sur les enjeux. L'industrie, c'est au global 20% des émissions de gaz à effet de serre, un peu moins de 20%, 18%. Et si on regarde ces 18%,
2 tiers, c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre des industries énergo-intensives. Et donc le tiers restant des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle la moyenne industrie, donc les PME, le diffus, qui génèrent donc un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on parle de décarbonation de l'industrie, on parle de la décarbonation des industries, des grosses industries énergo-intensives, mais aussi des petites et moyennes entreprises. Donc c'est ces 2 acteurs-là qu'il faut cibler et avec qui il faut travailler très rapidement, parce que la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, nous donne un cadre et des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à moins 35% en 2030 d'ici 2015. Et les ETI, les établissements de taille intermédiaire. Mais du coup, Daniel, si on veut travailler sur la décarbonation de l'industrie, c'est quoi les leviers? Voilà, les leviers. Ne pas oublier d'abord la sobriété énergétique, en essayant bien sûr que ces gains soient pérennes, mais ensuite l'efficacité énergétique. Et là, il y a quand même 30 à 40% de gains à faire de nouveau dans ce domaine avec des investissements relativement lourds. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, sinon on n'atteindra jamais nos objectifs carbone au niveau français. Ensuite seulement, on va penser chaleur fatale, énergie renouvelable thermique, électrification des procédés éventuellement, flexibilité, des intrants moins émissifs, tout ce qui est recyclage matière, et puis seulement à la fin, éventuellement, capture, utilisation, stockage du CO2. Donc il faut bien avoir en tête un peu ces ordres de grandeur. Si on ne fait pas tout ça, on n'atteindra pas nos objectifs. Alors là, c'est un point sur l'actualité, puisqu'il y a une loi qui transpose actuellement des directives européennes, qui est passée à l'Assemblée et qui est arrivée au Sénat, ou qui va arriver au Sénat. Donc ce qui peut vous concerner, c'est ça. C'est que jusqu'à maintenant, il y avait un distinguo entre PME et non-PME. Les non-PME n'étaient pas assujettis à l'audit énergétique obligatoire. Les autres l'étaient. Là, tout change maintenant. On va regarder la consommation d'énergie. Ce sera plus le distinguo PME, non PME. Ça sera la consommation, 10 terajoules ou 85 terajoules, qui seront les 2 seuils. Le premier seuil, donc, ce sont des entreprises, aujourd'hui PME, qui n'étaient sans doute pas soumises, qui vont devenir soumises à cet audit réglementaire. Et pour les plus grosses, on va aller plus loin. On va leur demander de mettre en place un système de management de l'énergie, selon une norme ISO 50001, par exemple. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va bouleverser un petit peu ce que les entreprises faisaient dans le domaine de l'audit énergétique et du management de l'énergie. J'en dis pas plus aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, le 3 avril, il y a un grand colloque entre la T2E, le ministère et l'ADEME pour expliquer la transition, la transcription, je dirais en droit français, avec la loi d'une part, un décret, 2 arrêtés. Donc tout ça n'est pas encore complètement écrit. Donc voilà, venez le 3 avril, on vous dira tout ce qu'on peut dire avec le ministère. Alors du coup, c'est quoi notre offre de service pour accompagner les industriels dans leur décarbonation? Ça s'appuie notamment sur le programme Pacte Industrie qu'on porte à l'ADEME et dont la T2E est coporteur et qui fait l'objet du coup d'un partenariat avec Ocapiat pour justement sa promotion et sa diffusion. Donc Pacte Industrie, c'est un programme sur plusieurs années jusqu'à fin 2026 qui est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie et qui vise en fait à proposer aux industries agroalimentaires et aux industries de manière globale plusieurs solutions, mais articulées autour de 2 axes. Le premier, c'est la formation, donc pour aider les entreprises à monter en compétence sur ce sujet-là. Et le deuxième axe, c'est aider les entreprises à structurer leur démarche avec des études. Et pour ça, il y a aussi un soutien financier qu'on va détailler juste après. Donc c'est aussi des aides qui sont accordées aux entreprises. Le point important en fait de Pacte Industrie, quand je parlais tout à l'heure de toucher tout le monde, c'est justement la massification. L'objectif de Pacte Industrie, c'est de former 2700 acteurs de l'industrie aux enjeux de la décarbonation et c'est d'accompagner plus de 1700 sites ou groupes industriels dans la structuration de leur décarbonation. Donc c'est un programme de formation, d'études, avec des aides à la clé pour justement massifier ces thématiques-là pour qu'un maximum d'industriels puissent s'en saisir. Si on va sur la slide d'après, voilà, si on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail de ce programme-là, donc il est articulé autour de 2 axes, la formation qu'on va développer aujourd'hui et les études qu'on pourra évoquer avec vous plus tard si vous avez des questions, mais ça ne va pas être le focus d'aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir une offre structurée autour de trois axes, puisque quand on parle de décarbonation, il faut
gérer son énergie, donc ça Daniel va nous en parler, mais il faut aussi inscrire son entreprise dans une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pour ça il faut avoir une stratégie. Donc c'est le deuxième volet de Pacte Industrie, avec des formations pour élaborer cette stratégie de décarbonation ou pour l'évaluer autour du dispositif ACT. Et puis le troisième pilier, c'est le financement. Une transition bas carbone, ça se finance, il y a des projets à la clé, donc il faut trouver le bon financement. Et donc on a des formations et des études pour accompagner l'industriel dans trouver le bon financement et mettre en place la bonne démarche pour financer son projet d'investissement. Je te laisse Daniel présenter du coup la partie énergie. Alors sur la partie énergie, là on est plutôt au niveau de l'usine ou de l'entreprise avec ce que j'appelle le responsable énergie ou le responsable décarbonation. Donc on va effectivement parler de PortFI qui est la formation de ce responsable énergie. Mais dans la partie études qu'on abordera peu aujourd'hui, il y a des études notamment sur le mix énergétique, donc les énergies renouvelables, au-delà de l'audit sur l'efficacité, on va regarder le mix énergétique, comment on peut le faire évoluer, moins carboné bien entendu. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de management de l'énergie, et donc aujourd'hui, dans le programme, il y a une aide, qui est une aide de l'ordre de 40 000 € pour ceux qui mettent en place la certification ISO 50001, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà un petit peu tous les volets qu'on retrouve dans le management de l'énergie. Alors, si on fait un focus justement sur la formation pour FAI, donc il y a d'abord un MOOC, donc e-learning, je dirais, pour mettre un petit peu tout le monde à niveau, sachant que dans la population de ces responsables énergie décarbonation, on va trouver des techniciens, on va trouver aussi des gens qui sont plus qualité, sécurité, environnement. Donc il faut que tout le monde parle un petit peu le même langage, d'où la nécessité de ce MOOC. Ensuite, la formation, c'est 2 jours en présentiel, où là, donc, on essaye d'évoquer tous les aspects concernant la maîtrise de l'énergie. Et puis, on ne s'arrête pas là. Parce que quand on a fait cette formation, on retourne dans son usine, on est repris par les choses du quotidien, je dirais. Ce qui est important, c'est qu'ici, il y a un coaching qui vous est offert avec un expert qui vient chez vous et qui vous aide à mettre en place les premières actions. Il n'est pas là pour faire à votre place, mais il est là pour vous aider à mettre en place le premier tableau de bord, les premières actions d'information, de communication, etc. Voilà, donc c'est vraiment une action un peu de formation, coaching, je dirais, à travers ce programme. Alors, les coûts sont annoncés ici, les taux, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et là, ce sont les organismes de formation qui ont été choisis, donc par nous. Je dirais même que individuellement, chacun des formateurs a été effectivement auditionné. Donc voilà un petit peu. Alors, on peut peut-être passer rapidement à un retour d'expérience. Nous allons effectivement aller vers des économies très importantes, puisque depuis 4 ans, j'ai la même note d'énergie et j'ai augmenté de 40% ma production. Georges Champé, dirigeant de la société LC Salaison en Ardèche, petite société artisanale de 30 salariés qui travaille sur un saucisson haut de gamme puisque nous sommes en plein cœur de la tradition du saucisson ardéchois. Les enjeux énergétiques sont fondamentaux pour notre entreprise puisque l'énergie, c'est le 3e poste de nos charges fixes qui représente 3,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc c'est un poste fondamental pour nous. Au sein de notre entreprise, nous avons réfléchi il y a de cela 4 ans en matière d'économie d'énergie, puisque nous avons supprimé la puissance de 200 à 250 kg de puissance moteur électrique, ce qui nous a permis de réduire la consommation d'énergie. Mais c'était un premier pas et nous avons ensuite orienté notre recherche avec l'ISO 50001 et nous avons mis en place cette formation PortFI indispensable pour la bonne connaissance et la bonne gestion du poste énergie au sein de notre entreprise. Nous allons effectivement aller vers des économies très importantes puisque depuis 4 ans, j'ai la même note d'énergie et j'ai augmenté de 40% ma production. Alors actuellement, nous sommes en grosse phase d'investissement en modifiant tous nos postes de production de froid puisque nous changeons tous les groupes froids avec des récupérations intégrales de chaleur
Et en plus de cela, nous sommes en train d'investir sur des panneaux thermodynamiques qui vont nous permettre de monter de l'eau à 60 degrés. Dans un horizon de 3-4 mois, nous supprimons totalement le gaz au sein de notre entreprise. Nous allons aller beaucoup plus loin en termes d'analyse, puisque nous allons poser un système de contrôle de tous les postes d'énergie dans l'entreprise qui va nous permettre de bien mesurer. La dernière étape sera de mettre des panneaux solaires sur les toitures, de façon à réduire la consommation d'électricité de 30 à 40%. L'entreprise de demain sera une entreprise qui aura relevé le défi de la transition énergétique, parce que les coûts d'énergie vont faire qu'augmenter. Et donc nous devons former les gens au quotidien aussi, puisque la maîtrise de l'énergie, ça commence aussi par l'économie de la consommation. Et chacun au sein de cette entreprise doit être sensibilisé au sujet. Nous allons effectivement allez-y, allez, vous pouvez continuer, je crois. Ça. Pardon. Formation thématique. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Oui, alors, en fait, au-delà du parcours que je présentais tout à l'heure, vous avez aussi à la carte des possibilités de formation un peu plus spécifiques, en fait, sur 3 domaines. Donc, les achats d'énergie, les énergies renouvelables, et puis le plan de mesurage. Donc ça, c'est des choses vraiment à la carte que vous pouvez prendre en dehors du programme de formation accompagnement dont je parlais tout à l'heure. Et donc, vous avez une durée en général une journée, les coûts pédagogiques de 700 € la journée, et là également les bureaux d'études qui ont été retenus pour ces thèmes spécifiques. Alors, effectivement, dans nos perspectives avec Ocapiat, de manière très concrète, donc je dirais qu'il y a 100 parcours de formation en 3 modules, sachant qu'il faudrait terminer tout ça avant le mois de novembre 2025, et 50 formations thématiques telles que je viens de les présenter, avant la fin de l'année également 2025. Donc venez vite, venez maintenant, hein, parce que tout ça va vite, ce programme il va peut-être s'arrêter, donc il faut venir maintenant en profiter. Donc là aussi, vous retrouverez sur le site ProRFI toutes les explications. Vous choisissez une session, donc c'est vous qui choisissez finalement votre formateur, la session, le lieu et la date à laquelle elle a lieu. Vous contactez directement l'organisme de formation en question. Vous avez un petit bulletin de demande à remplir et ensuite vous l'envoyez directement à Ocapiat avec votre demande d'éligibilité. Donc voilà, les choses sont quand même relativement simples, je crois, à ce niveau-là. Ensuite, c'est Ocapiat qui prend le relais. Merci Daniel. Maintenant, on va rentrer dans le deuxième volet de Pacte Industrie. J'en parlais tout à l'heure, c'est la dimension stratégique, puisqu'il faut aussi projeter son entreprise dans les futures années et participer, contribuer à la transition bas carbone et aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour la France et pour l'industrie en particulier. Et là, on s'appuie beaucoup sur le dispositif ACT, qui veut dire Accelerate Climate Transition. Et ce dispositif propose 2 types de formations, plutôt à destination des dirigeants, mais aussi des responsables, par exemple RSE, dans l'entreprise, qui vont vraiment travailler sur cette thématique-là. La première formation, c'est comment on développe sa stratégie de décarbonation. Ça s'appelle Acte pas à pas. L'objectif de la formation, ça va être de comprendre la démarche, de se l'approprier, surtout les outils aussi qui sont associés, et puis de faciliter son dialogue avec le conseiller qui va venir accompagner l'entreprise dans la construction de sa stratégie, et puis de savoir mobiliser en interne. Quand on parle de stratégie de décarbonation, c'est important que l'entreprise aussi identifie les bonnes personnes qui vont aider à la construction de la stratégie, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes d'aspects financiers, en responsable de production par exemple, etc. Ah, c'est une formation qui dure 2 jours et qui est précédée d'un MOOC qui dure 2 à 3 heures. Et puis pour des entreprises plus matures qui ont déjà travaillé sur une stratégie de décarbonation, qui ont déjà des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui ont déjà un plan de transition, là l'idée c'est de passer par Acte Évaluation avec une formation plus courte, une journée, précédée également d'un MOOC qui est le même, qui est commun. Et l'idée ça va être de comprendre
l'évaluation et de voir du coup comment on va la suivre et de pouvoir identifier ses points forts, mais aussi ses marges d'amélioration en termes de stratégie d'entreprise. Donc ça s'adresse aussi aux dirigeants et aux responsables RSE. Et l'idée, c'est vraiment d'inscrire l'entreprise dans une trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur les prochaines années jusqu'en 2030, 2040, 2050. On peut voir aussi un retour d'expérience. Alors si on veut gagner un petit peu de temps, on peut la lancer à 1 minute. Je ne sais pas si c'est possible. À 1 minute. Du coup, c'est une brasserie du pays flamand qui nous fait un retour d'expérience sur Acte Pas à Pas, sur comment ils l'ont mis en œuvre en interne, qu'est-ce qu'ils en retirent, et surtout le rôle effectivement de l'implication des salariés. La stratégie RSE, la stratégie de décarbonation soit portée par nos équipes et que ça fasse partie de leur travail. Et en fait, ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est la fresque du climat. Et à l'issue de cette fresque, je pense qu'on a vraiment réussi à mobiliser les collaborateurs et on s'est organisé en 5 piliers pour la décarbonation. Donc il y a un pilier matières premières, donc comment on peut améliorer les choses en choisissant bien nos matières premières. Il y a le pilier énergie, on en a parlé, récupération des chaleurs fatales, énergie alternative, biogaz, etc. Il va y avoir également la partie business model, donc de dire quel client on choisit pour qu'il y ait le moins d'impact. Vous imaginez bien qu'entre l'export en bouteille versus le bar d'à côté avec du fût, on n'adresse pas de la même manière. En tout cas, le bilan carbone n'est pas du tout le même. Le 4e pilier, c'est les emballages, puisqu'en fait 46% de notre bilan carbone est représenté par les emballages et la bouteille en verre. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions qui ont été menées et qui sont encore menées dans ce sens-là. Et enfin, c'est l'eau et le cadre de vie, puisqu'en fait on ne peut pas dissocier la qualité de vie au travail avec une stratégie de décarbonation plus globale. Le pilier le plus représentatif, c'est l'emballage, puisqu'en fait, on va aller vraiment du cas général, du cas quasiment politique, du réemploi, du retour de la consigne en France, donc préparer ce nouveau prisme, jusqu'à qu'est-ce qu'on peut faire quotidiennement dans nos propres établissements. Et ici, vous êtes ici dans le bar de la brasserie, et c'est de dire on commence déjà ici, et donc entre l'ingénieur qui est en train de réfléchir à comment on met des systèmes de récupération dans les magasins, jusque la personne au bar qui a mis en place un système de récupération auprès de nos clients directs. En fin de compte, ça mobilise toute une filière et l'idée, c'est vraiment de récupérer le plus de bouteilles possible et on voit qu'on a un impact direct là sur notre bilan carbone. Vous pouvez vous inscrire dans l'un de ces piliers. C'est sur la base du volontariat, c'est payé, c'est dans le cadre de leur contrat, mais en tout cas, ils ont la possibilité de contribuer à limiter le réchauffement climatique. Et donc, chaque collaborateur a choisi le pilier qui l'intéressait le plus ou alors pour lequel il avait des aptitudes et des connaissances. On a notamment un brasseur qui travaillait avant dans la logistique. Assez naturellement, il a en charge la partie transport et décarbonation des transports. Au sein de la brasserie, depuis longtemps, on cherche toujours à améliorer les choses et d'avoir le moins d'impact possible sur notre environnement. C'est déjà passé par le choix du site ici sur Merville. On avait beaucoup de propositions pour être, par exemple, sur des zones d'activité qui sortaient de terres agricoles. On a fait le choix de s'installer sur une friche industrielle avec les enjeux et les contraintes que cela peut provoquer. Mais vraiment, on est très heureux d'être ici. Et puis après, on a mené plusieurs actions comme, par exemple, la valorisation de nos déchets avec l'usage, par exemple, dans les produits d'entretien de gros contenants consignés versus des petits bidons jetables, la pose de panneaux photovoltaïques et par exemple la récupération de nos chaleurs fatales ou encore le réemploi de nos bouteilles. Par rapport à la récupération de chaleur fatale, on s'est engagé déjà dans une phase de monitoring. On voulait comprendre ce qu'on avait disponible en chaleur fatale. Il faut savoir qu'on refroidit nos cuves pour faire des bonnes bières de garde. Et en fin de compte, le temps qu'on refroidit ces chaleurs, on peut les récupérer. Et l'idée, c'est d'installer des pompes à chaleur qui vont nous permettre en fin de compte de chauffer l'eau ou de chauffer les bureaux, par exemple, l'hiver. Et donc aujourd'hui, on a toute une stratégie d'investissement pour récupérer par le biais de pompes à chaleur ces calories et limiter notre consommation d'énergie. On doit obtenir quand même des vraies économies d'énergie puisqu'en fait l'idée c'est d'obtenir quasiment 25% d'économies et forcément comme on est sur une base énergétique gaz, en fin de compte de facto on va aussi diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. On a bénéficié du soutien financier de l'ADEME qui a subventionné en fin de compte la partie monitoring pour prendre les bons choix puisqu'en fait on peut avoir des fausses bonnes idées et donc il est important vraiment de diagnostiquer avant d'agir. Tout
toute cette stratégie, en fin de compte, elle est portée par le dispositif Acte Pas à Pas, qui est organisé par l'ADEME. Et au sein de ce dispositif, on a un consultant qui vient régulièrement vérifier que nous sommes dans le temps, que nous sommes dans le planning et que l'on répond aux objectifs de décarbonation qu'on s'est fixés, à savoir coller aux accords de Paris, 4,2% de diminution de gaz à effet de serre par an pour limiter le réchauffement climatique à plus de degrés. Ce dont je suis le plus fier, c'est l'implication de nos collaborateurs justement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et en fait aussi, ça contribue à la notoriété de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est sur des marchés du travail qui sont en tension. Et grâce à cette marque employeur que je construis autour de ma stratégie de décarbonation, on arrive à capter des talents qui peuvent se réaliser au sein de notre entreprise. Merci pour la vidéo. Donc c'était effectivement le témoignage, alors c'est Mathieu Lezen de la brasserie du Pays Flamand. Et ce que je retiens moi de sa vidéo, c'est vraiment deux choses. C'est justement une stratégie de décarbonation qui s'appuie sur l'ensemble des piliers énergétiques comme non énergétiques. Il a parlé des emballages, il a parlé aussi d'autres sujets. Et puis l'implication aussi de ses salariés. On voit que dans cette brasserie-là, ils sont pas très nombreux, mais tout le monde s'implique dans la décarbonation et tout le monde apporte sa contribution. Donc c'est vraiment un point important. Troisième sujet de Pacte Industrie, c'est le financement. Pour le financement, c'est par exemple, il a parlé là de projets de récupération de chaleur fatale. Ça peut être aussi dans d'autres sujets de changement de vecteur énergétique pour un process. Ça, ce sont des coûts et il faut les financer. Et donc l'intérêt de Pacte Industrie, c'est de travailler et d'anticiper ce financement-là avec des formations et des études pour accélérer, concrétiser le projet de décarbonation. Donc si on va sur les formations, juste après, le premier niveau, c'est un MOOC, un e-learning, sur les fondamentaux du financement des projets d'économie d'énergie et de décarbonation. L'idée, c'est de comprendre les différents enjeux de la transition énergétique, de découvrir un panorama des différents modes de financement, et puis d'identifier les risques et les opportunités des différents projets d'efficacité énergétique et bas carbone. Donc c'est pour tout le monde, ça dure 2 heures. C'est un e-learning et pour le coup, il est gratuit. Donc c'est vraiment une porte d'entrée à la question du financement de la transition. Et c'est complété par une formation qui, elle, est la plus approfondie, qui va durer une journée, qui coûte 500 €. On va voir qu'il y a après des possibilités de financement et qui, du coup, s'adresse plutôt aux directeurs administratifs et financiers, comme aussi aux responsables RSE, mais plus globalement aux acteurs financiers de l'entreprise. Et donc là, l'objectif, ça va être de comprendre et lever les freins d'investissement, d'appréhender les étapes de mise en œuvre et le rôle de tous les acteurs pour financer un projet, identifier les bonnes modalités de financement, que ce soit en subvention ou en financement privé, et puis de maîtriser les risques financiers. Donc l'idée, c'est de donner toutes les clés aux acteurs financiers de l'entreprise pour dire « Ok, j'ai un projet, j'ai travaillé sur ma stratégie, j'ai travaillé sur mon pilier énergétique, j'ai identifié des projets d'investissement, comment maintenant je vais les financer ?» Et donc là, l'idée, c'est vraiment de donner ces clés-là. Voilà, si on fait un bilan à date du coup des formations, si on prend les 3 thématiques de Pacte Industrie, que ce soit sur l'énergie avec ProRéfi, stratégie avec Acte et financement de la transition, on a plus de formés sur ProRéfi. C'est normal, c'est là où l'ambition est plus importante. On a 360 inscrits au parcours de formation en 3 modules. Pour la stratégie, on a un peu plus de 130 personnes formées. Et pour le financement, c'est des formations qui viennent de commencer, qui sont assez jeunes. Et donc, on a 41 personnes qui sont formées. Ce qui est intéressant, c'est la part du secteur agroalimentaire dans ces personnes formées. C'est 20% à chaque fois, 21% pour la stratégie, mais c'est très très stable. Et je pense que ça reflète aussi du coup la contribution importante du secteur agroalimentaire dans leur montée en compétences. Et on voit que voilà, ils sont présents dans les formations, ils répondent présents et ils jouent le jeu du coup des formations Pacte Industrie sur ces trois thématiques. Alors, si on rentre maintenant dans la contrat de partenariat avec Ocapiat, puisque ça a été souligné par Victor et Arbia en introduction et par Hervé Proche. Donc, on a un contrat de partenariat pour diffuser ce programme Pacte Industrie, notamment au niveau des formations. Ce partenariat, il s'articule autour de 3 axes. Le premier, ça va être vraiment la promotion et la valorisation du programme Pacte Industrie dans le réseau Ocapiat auprès de la cible industrielle, donc de la cible agroalimentaire. Ça passe par des webinaires, ça passe par des sites internet, par le conseil des conseillers entreprises. Donc l'idée, c'est de promouvoir
ce programme Pacte Industrie pour aider à la montée en compétence des acteurs. Le deuxième axe, ça va être aussi, alors comme je l'ai dit, Pacte Industrie, ce sont des formations qui sont prises en charge en partie par les C2E. Et l'opérateur de compétences OCAPIAT va permettre aussi d'optimiser la prise en charge. C'est-à-dire que le reste à charge pour l'entreprise va pouvoir être réduit grâce à un financement de la part d'OCAPIAT avec de l'accompagnement conseil à la clé. Et puis le troisième axe, c'est de l'amélioration continue. On est là pour aussi s'améliorer, que ce soit côté ADEME, AT2E et OCAPIAT. Donc l'idée, c'est de se voir régulièrement via un reporting et via les comités de pilotage pour qu'on améliore notre dispositif et qu'on améliore aussi la promotion et nos actions de formation auprès des acteurs de l'agroalimentaire. Slide d'après, juste avant, ouais, je la fais, puis tu feras la suivante, Daniel, si ça te va. Donc si on reprend du coup les chiffres de Pacte Industrie, 2700 acteurs à former, qu'on retrouve ici. Vous avez juste après la part d'objectifs côté OCAPIAT, qui représente la part de l'agroalimentaire dans l'industrie au niveau global. Et puis vous avez juste dans la troisième colonne les coûts des formations. Donc 3 700 € pour ProRFI. Acte pas à pas, c'est 1 000 €. Acte évaluation, c'est 500 € et le financement, c'est 500 €. Ça, c'est le coût de la formation. Grâce au C2E, il y a une aide qui est apportée. Pour ProRFI, c'est 70% pour les moins de 250 salariés et pas d'aide pour les autres. Et puis pour acte et financement, c'est 80% pour les entreprises de moins de 250 salariés et 40% pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc il y a déjà une grosse prise en charge grâce au certificat d'économie d'énergie, mais ça c'est hors opérateur de compétences. Grâce au OCAPIAT, le reste à charge, donc les 30, 20 ou 60%, vont pouvoir aussi être financés en partie par OCAPIAT. Donc c'est vraiment une aide aussi, une incitation grâce à notre partenariat pour aider les entreprises à monter en compétences. Au-delà de juste proposer une formation, c'est aussi une incitation financière du coup à le faire. Petit rappel, Pacte Industrie, c'est aussi des études, on ne l'a pas développé aujourd'hui, pour structurer votre démarche, pour structurer la démarche des industriels. Et ça aussi, c'est financé jusqu'à 80% selon la taille de l'entreprise. Donc vraiment une incitation financière à le faire. Et du coup, si on doit retenir quelques messages et pourquoi l'entreprise industrielle doit s'engager dans la décarbonation, je laisse la parole à Daniel pour nous donner ces éléments. Oui, quand on parle d'efficacité énergétique ou décarbonation, je crois que c'est les mêmes arguments. Donc on les reprend une seule fois. Bien sûr, c'est d'abord de réduire vos factures, de gagner en compétitivité, d'anticiper des évolutions réglementaires, on a évoqué tout à l'heure ce qui allait se passer, d'assurer votre souveraineté, votre résilience aussi, vous améliorez le contrôle de votre chaîne de valeur. L'attractivité, tout à l'heure j'ai entendu un brasseur dire je vais appeler des jeunes talents qui viennent vers moi parce que justement ils sont sensibles à ces problèmes d'environnement, etc. Donc ça c'est vraiment un élément très important. Et puis renforcer votre capacité évidemment de financement. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme avantage, je crois, à travailler son efficacité énergétique et la décarbonation de son entreprise. Juste une dernière slide avant de prendre votre question. Ça c'est vous. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre, notamment cette communauté qu'on a appelée les sacrés décarboneurs. Du coup, on a plusieurs portails d'accueil. Le premier, c'est le site internet que vous avez ici, pacte-industrie.adem.fr. On a aussi du coup des renvois vers nos formations, que ce soit ProRFI, ProSMEN, mais aussi les formations stratégie et financement. Et puis, on a aussi une communauté LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette communauté. On y parle beaucoup de décarbonation de l'industrie. On y parle de formation. On y parle de structuration de la démarche. On parle aussi de financement du coup de la transition avec des appels à projets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On poste régulièrement sur des actualités, sur des retours d'expérience, sur des événements à venir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différentes communautés. Merci beaucoup, Edouard et Daniel. Est-ce que vous avez des questions ? Une fois, deux fois, ne soyez pas timide. Petite interro écrite. Daniel me dit qu'il y a une interro écrite. Pas d'autres questions, ça veut dire que ça a été très clair. Bah, écoutez, messieurs, un grand merci.
Merci beaucoup pour votre intervention. Merci de les applaudir. Tu veux enchaîner? C'est pas toi, hein? Donc nous allons poursuivre avec on va poursuivre sur cette table ronde avec la seconde séquence et on va parler en fait d'un outil en fait qu'on a mis en place, qui a démarré en 2023. L'année dernière, on vous en a parlé ici même dans cet espace Agora. C'est un outil en fait qui porte sur la construction d'un autodiagnostic de maturité écologique. Ocapiat avait mandaté donc un groupement de cabinets, Make Sense et Ecodev, pour travailler donc avec les branches professionnelles, avec les entreprises et bien sûr avec le ministère du Travail, car c'est un projet qui est cofinancé dans le cadre d'un EDEC sous l'égide du Haut Commissariat. Et donc cet outil permet aux entreprises de pouvoir mesurer, jauger les questions de transition écologique dans la stratégie d'une entreprise, dans leur plan d'activité, dans leur process. Et c'est une démarche globale, ce n'est pas seulement un outil. Nous y avons adossé une prestation de diagnostic accompagnement. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2023. Nous l'avons expérimenté auprès des entreprises en 2024. Et nous allons le lancer en 2025 grâce à l'appui de nos conseillers entreprises Ocapiat. Donc pour en parler, je vais demander à Lola Virol, qui est la représentante du cabinet Make Sense. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Bonjour Lola, bienvenue. Bonjour. Lola, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise? Avec plaisir. Donc moi, je travaille pour Make Sense. Nous, on est une association loi 1901. On existe depuis 14 ans et on compte 80 personnes. On est vraiment spécialisé sur l'accompagnement aux questions de transition écologique et sociale. Et on agit vraiment à 3 niveaux et avec 3 cibles. On va être à la fois sur le côté citoyen, et donc comment est-ce qu'on sensibilise les citoyens à mieux consommer, et donc notamment à mieux manger. On accompagne ensuite des entrepreneurs innovants qui vont proposer des solutions concrètes pour aller vers une agriculture et une alimentation durable. Donc ça peut être des systèmes de micro-laiterie pour permettre à des agriculteurs de transformer sur place leur lait en yaourt et diversifier leurs revenus. Ça peut être Telaqua qui fait de l'optimisation de systèmes d'irrigation. Et le dernier pan qui nous amène aujourd'hui, c'est que nous, on travaille donc avec des citoyens, des entrepreneurs innovants et des entreprises pour les accompagner sur cette transition écologique ou sociale. Donc, on a pu travailler avec la MSA, avec le groupe Sodial, avec le groupe Carrefour et depuis 2023 avec Ocapiat. Merci Lola. Donc maintenant, nous allons passer donc à la présentation de l'outil. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur cet outil? Comment vous avez travaillé? Décrivez-moi en fait la méthodologie que vous avez retenue et ce que ça a permis d'aboutir. Eh ben, tout d'abord, ce qu'on a fait à partir de 2023, c'est une grosse étude sur vraiment les enjeux des entreprises du champ Ocapiat sur cette question de la transition écologique. Donc, on a pu avoir des retours de plus de 400 entreprises de ce champ-là. Ce qui a été très important, c'est de réaliser, vous en doutez, mais qu'il y a une grosse diversité de domaines d'activité qui sont représentés dans le champ Ocapiat. Donc, ce qu'on a d'abord construit, c'est de se dire quels champs d'activité vont avoir les mêmes problématiques au regard de la transition écologique. Et donc, ça nous a permis de déterminer 15 grands champs d'activité, par exemple l'élevage, le paysage, les cultures annuelles. Et chacun de ces, si vous êtes une entreprise de ce domaine d'activité, vous aurez des questions vraiment spécifiques à votre domaine d'activité. Donc ça a été la première élément de construction pour faire ce questionnaire d'autodiagnostic, des questions vraiment adaptées. Ces questions, elles sont divisées en 10 grands aspects qui sont de fait de l'étude et de notre expertise, qui sont vraiment les enjeux de transition écologique spécifiques à ce secteur. Donc, par exemple, le secteur agricole et alimentaire, on a de l'usage de l'eau, donc on va avoir des questions qui vont être sur la gestion de l'eau. Comme vous le savez tous, on va avoir
des enjeux autour du climat qui est en train de changer. Donc la diversification de la production, c'est un gros sujet pour les agriculteurs. Donc il y a des questions qui sont sur cette thématique. Bien sûr, des questions sur les sujets des aléas climatiques. Et donc vous retrouvez comme ça 10 grands enjeux qui sont vraiment spécifiques à l'agroalimentaire et qui vont pas être généralistes. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est que ça reste vraiment quelque chose de simple à remplir, parce que c'est un premier pas pour l'entreprise pour savoir où est-ce qu'elle se situe sur cette question de la transition écologique. Donc c'est environ 10 minutes pour remplir ce questionnaire-là. On peut... Ce que ça va vous permettre d'avoir ensuite, donc après avoir répondu à ce questionnaire qui est vraiment 100% adapté au domaine d'activité de l'entreprise, donc votre entreprise elle est reconnue, donc si vous êtes une entreprise du champ agroalimentaire, vous n'aurez que les questions qui vous concernent. Ensuite, vous avez vraiment en un clin d'œil les points forts et les points d'amélioration, donc sur la gestion de l'eau, la diversification des cultures, mais aussi sur des questions comme l'énergie. Ça permet d'avoir des recommandations concrètes et adaptées aux besoins de l'entreprise. Et d'avoir directement des premières propositions d'accompagnement qui sont toujours sur la question de la montée en compétences. Est-ce que vous pourriez nous décrire concrètement comment vous avez travaillé avec les entreprises? Parce qu'il a fallu les mobiliser. Comment vous les avez mobilisées? Quel est l'appui que vous avez obtenu et quelles ont été leurs réactions? Donc du coup, il y a eu une première phase où ça avait été vraiment plutôt un recueil des besoins auprès des entreprises. Donc c'est quoi leurs enjeux par rapport à la transition écologique, qu'est-ce qu'elles en comprennent, quel type d'appui elles cherchent, etc. Donc ça a vraiment été une première phase qui nous a permis de définir cet outil d'autodiagnostic avec ces questions. Et du coup, ensuite, on est vraiment allé solliciter les branches pour trouver plusieurs entreprises afin de tester ces outils. Donc on les a testés de deux manières. On a d'abord été allé tester ces outils-là auprès d'entreprises qui ont été accompagnées de manière individuelle. Donc on a pu accompagner 9 entreprises, à la fois plutôt des exploitations agricoles et à la fois des entreprises de la transformation alimentaire, avec l'objectif de bien voir si ça correspondait à ces champs d'activité quand même très différents. Ça nous a permis d'avoir un premier retour de leur part, et on a aussi accompagné 11 entreprises de manière collective, et donc elles ont suivi un parcours où on avait d'abord une première formation et sensibilisation sur les enjeux de la transition écologique et le secteur agricole, et ensuite elles remplissaient cet autodiagnostic. Donc ça nous a vraiment permis de les tester en conditions réelles, d'aussi améliorer les questions pour qu'elles soient plus pertinentes, peut-être parfois simplifiées, etc. Et donc c'est vraiment le résultat de cette expérimentation qui a été digitalisée aujourd'hui et donc qui est accessible depuis le site Ocapiat. Donc pour toutes les entreprises adhérentes, quand elles se connectent, elles ont accès directement au questionnaire d'autodiagnostic qui est adapté pour elles. Merci Lola. Donc l'objectif, comme vous le savez, Ocapiat doit accompagner les entreprises dans l'identification des besoins en compétences. Cet outil digital permet d'atterrir sur les macro-compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Lola? Donc cet outil permet en effet, comme on l'a vu tout à l'heure avec le radar, d'identifier les grands champs de compétences qui doivent être développés. Donc ça peut être sur des techniques d'irrigation, ça peut être sur des sujets énergétiques, ça peut être aussi sur des sujets liés aux déchets, liés à l'éco-conception, etc. Et ensuite, l'entreprise, elle va, pour descendre vraiment au niveau des compétences et au niveau de la formation qui lui est adaptée, pouvoir bénéficier d'une prestation d'accompagnement individuelle, sur mesure, par un consultant qui va vraiment venir sur le terrain. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'entreprise a rempli son questionnaire, le conseiller Ocapiat reçoit une alerte, comme quoi l'entreprise a bien rempli son questionnaire. Et le conseiller Ocapiat recontacte l'entreprise pour pouvoir discuter en fait des résultats de ce questionnaire. Et c'est là où le conseiller a la possibilité de lui proposer cette prestation de diagnostic accompagnement mise en place par le groupement Make Sense et Ecodev. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Lola? Donc vraiment, cette prestation de diagnostic et accompagnement, l'idée, ça va être d'identifier le consultant ou la consultante qui va être la plus pertinente par rapport au secteur de l'entreprise, donc qui va vraiment avoir aussi cette expertise sectorielle pour pouvoir conseiller au mieux l'entreprise.
il y a autour de 5 jours d'accompagnement avec l'objectif, c'est de partir de l'autodiagnostic, qui a déjà des premières recommandations, de faire une visite terrain pour pouvoir vraiment approfondir ce diagnostic-là. Ça va être aussi l'occasion de former et de sensibiliser les équipes sur des questions de transition écologique. On l'a vu, l'implication des équipes, elle est clé. Donc il y a vraiment un premier niveau de formation qui est fait à cette occasion-là. Et après, il y a vraiment une partie de restitution du diagnostic et de priorisation de premières actions pour l'entreprise. Des exemples d'actions qui ont pu être déterminées suite à ces accompagnements. Donc, il y a une dizaine d'accompagnements individuels qui ont été réalisés. Ça peut être, par exemple, une formation pour construire une sonde qui sert pour optimiser de l'irrigation, et donc une autre formation associée sur la gestion de l'irrigation. Ça, c'est par exemple des formations qu'on peut être conseillées à une exploitation agricole légumière, et c'est des formations qui sont délivrées par la Chambre d'agriculture. Mais pour des entreprises de transformation alimentaire, ça a par exemple été des formations sur des sujets d'éco-conception, donc des formations de l'ADEME justement, pour améliorer l'impact de produits alimentaires. Donc c'est vraiment ensuite des choses qui sont très concrètes pour l'entreprise pour se mettre sur le chemin de la transition écologique. Merci Lola. Donc une démarche globale, donc un outil qui permet d'atterrir sur les macro-compétences, une prestation de diagnostic accompagnement qui permet d'atterrir sur les compétences. Donc là, nous avons un outil clé en main, complet, pour les entreprises, répondant donc à la loi climat et résilience. Donc là, on va reprendre concrètement ce qu'il en est. Le questionnaire est rempli par l'entreprise. Le conseiller au CAPIAT reçoit une alerte et donc rentre en contact avec l'entreprise pour discuter des résultats de son questionnaire. Et là, plusieurs possibilités. Soit le conseiller au CAPIAT propose des formations ou des dispositifs clés en main figurant dans l'offre de service au CAPIAT. Soit l'entreprise a accès également à des subventions, et je l'ai dit en propos introductif, des subventions déléguées ou gérées par OCAPIAT, donc orientées transition écologique. Et puis, il y a cette fameuse prestation diagnostic accompagnement qui a été décrite par Lola, prestation diagnostic accompagnement qui est structurée en différentes phases. C'est-à-dire que le prestataire, en fait, qui est spécialisé sur le volet RH, emploi, compétences, mais également sur la transition écologique, va faire déjà un premier entretien de cadrage avec l'entreprise et va aller visiter l'entreprise, discuter avec le dirigeant et bien sûr avec les salariés concernés. Il va faire un travail sur un plan de montée en compétences et ensuite, derrière, il lui propose 1 ou 2 actions à mettre en place, justement, et suite à ces actions et à ces propositions, il y a au final un bilan. Donc, à la suite de ça, ce que je propose, c'est concrètement de voir ce que ça donne. Nous avons une entreprise, Verger de Solti, qui a expérimenté en fait cet outil digital, mais également la prestation de diagnostic en accompagnement. Et il va nous en parler, donc je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Dalle, je suis arboriculteur dans les Hauts-de-France, un petit village qui s'appelle Solti. Nous avons une exploitation qui fait 28 hectares, 20 hectares de poiriers, 8 hectares de pommiers. Nous avons approximativement 20 permanents sur une activité qui est la production et le conditionnement. Et on monte jusque 50 personnes au moment de la récolte. Alors, les impacts de la transition écologique pour notre activité sont importantes, puisque quand je me suis installé dans les années 90, la période de floraison de nos arbres fruitiers était grosso modo du 20 avril au 15 mai. Maintenant, nous sommes arrivés du 1er avril au 20 avril, donc ce qui a des impacts importants sur les gelées de printemps. Et ça, c'est vraiment le phénomène le plus important pour nous en termes de transition écologique, mais aussi une période de feuillaison beaucoup plus longue et qui impacte forcément le temps de présence des maladies sur le verger. Alors, mes motivations pour déjà, puisqu'on produit sur différents cahiers des charges, notamment les vergers éco-responsables, mais aussi le label Be Friendly. Aussi, une besoin pour nos entreprises, puisqu'on se rend compte que chaque année, l'impact de la transition écologique
sur la production, sur nos variétés, sur nos espèces. On entend parler régulièrement à la télévision des régions de France où nous avons pu pouvoir produire certaines cultures. Par exemple, dans le sud de la France, la vigne parce qu'il y fait trop chaud. Mais chez nous, ça va être plutôt certaines espèces parce qu'il pleut trop, ou il pleut plus, ou l'humidité est plus présente, et donc des maladies plus présentes qui vont nous impacter beaucoup. Donc ça, c'était dans un premier temps une appétence, et puis on peut pas rester sur sa chaise à ne rien faire, et ça aura forcément des impacts de la part réglementaire, puisque de plus en plus, on va nous imposer. Les distributeurs nous parlent beaucoup de transition écologique, et puis il va falloir que dans nos cahiers des charges, on prenne ça à bras le corps. Alors les actions qu'on a menées pour l'instant, elles sont pas importantes puisqu'on n'a pas encore pu mettre en place la formation suite à des problèmes de budget. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de budget FNE, donc on n'a pas pu le mettre en place. Par contre, déjà dans les discours que l'on a avec nos collaborateurs, dans la vie de tous les jours, leur dire de faire attention notamment à fermer les lumières quand on quitte une pièce, à fermer les portes des frigos quand on n'y est pas, à faire attention dans les traitements, c'est préparer l'eau à l'avance pour éviter de devoir avoir une eau qui est trop dure ou une eau qui est trop froide pour les produits, donc une moins bonne efficacité. Et puis, dans leur vie de tous les jours, le tri des poubelles, les déchets organiques partir en méthanisation, donc essayer d'un petit peu de tout trier. Et ça, forcément, c'est et tous les jours dans l'entreprise et aussi chez eux. Et si ça marche bien dans l'entreprise, ça marche bien chez eux, tout le monde est gagnant. C'est très important de faire cette action. Donc, moi, je le recommanderais aux entreprises, parce que ça permet de faire un bilan, et de faire un bilan pour savoir où on en est. Nous, on a pu, dans un premier temps, voir où est-ce qu'on était bon, et heureusement, il y a des endroits où on était bon, où est-ce qu'on était limite, et où est-ce qu'on était en retard. Et où est-ce qu'on est limite, c'est assez facile d'arriver à être bon, et où est-ce qu'on était en retard, là, il faut mettre en place des formations, mais aussi s'intéresser, par exemple, à la production d'énergie. Ça pourrait être une voie de progression pour notre entreprise. Alors actuellement, pourquoi je l'ai pas menée? Parce que je suis en phase de transmission de mon entreprise, et je dirais que ça sera plutôt pour la génération après à mettre en place ces choses-là. Donc je pense que rien que pour le bilan, c'est à recommander pour les entreprises. Et puis derrière, si on met en place un plan de formation, tout le monde sera gagnant, et l'entreprise et les collaborateurs, puisque quand on fait une formation, on valorise nos collaborateurs, et quand on valorise nos collaborateurs, derrière, forcément, ça permet de redynamiser l'entreprise et que tout le monde aille dans le même sens, et de maintenir une bonne cohésion aussi. Pour mener à bien nos actions en 2025, on va s'appuyer sur le FSE, parce que le FNE, on n'a pas pu le mettre en place en 2024, faute de budget. Donc en 2025, on espère pouvoir mener notre formation avec la Chambre d'agriculture qui nous a établi un programme pour pouvoir répondre à ce défi de la transition écologique, et puis aussi continuer dans la vie de l'entreprise de tous les jours, de remettre un petit point sur fermer les lumières, d'un petit point de bien régler le réglage du tracteur pour travailler à un bon régime, de bien gonfler les pneus pour essayer de limiter la consommation, d'éviter le gaspillage de nos produits, de bien gérer nos stocks. Voilà, c'est un petit peu de la vie de tous les jours. Et quand tout ça fonctionne bien, tout le monde est content, et à la fin de l'année, il reste de l'argent dans l'entreprise puisqu'on a fait des économies. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Dahl. Voilà, donc pour ce témoignage d'entreprise, est-ce que vous avez des questions sur la démarche globale, sur l'outil digital, sur la prestation de diagnostic accompagnement? Toujours pas? Une fois, deux fois, ça veut dire que ça a été très clair? Bon, concernant la démo, concernant le petit couac de milieu de table ronde, on aura cette petite démonstration à 17h. Donc, si vous êtes patient, vous verrez au moins cette petite démonstration.
Pas de questions? Ouais, tout bon. Eh ben, écoutez, ça a été très clair. Eh ben, écoutez, un grand merci, Lola. Ouais. Merci beaucoup. Et hâte de la suite. Merci de l'applaudir. Donc, on va enchaîner sur la troisième séquence. Donc, vous avez sous les yeux. Donc, comme on l'a évoqué en introduction, nous concluons également des partenariats avec les ministères, notamment avec le ministère du Travail. Là, nous en avons conclu avec sur le dispositif FNE Formation. Donc, c'est un dispositif qui a été réajusté lors de la crise sanitaire et qui permet de financer en fait des parcours de formation orientés sur les mutations impactant donc les activités des entreprises. Donc mutation, on entend par transition numérique, transition alimentaire ou agricole et bien sûr transition écologique. Pour illustrer tout ça, nous allons écouter donc deux entreprises sur les enjeux de la transition écologique et comment le FNE Formation y a répondu. Donc on va démarrer donc avec deux témoignages. Jacquet Brossard avec Madame Estelle Briard, responsable développement RH. Est-ce que Madame Briard est là, présente? Alors, on va enchaîner avec Madame Florence Collet d'Ideverde, qui est responsable développement RH. Merci de l'applaudir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter votre entreprise, l'activité, vos localisations, etc. Ideverde, c'est une entreprise de paysagistes. On aménage et on entretient des espaces verts. Donc Ideverde est présent partout sur le territoire. On a 55 agences réparties sur le tout territoire français. Et on est 3200 collaborateurs en France environ. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment la transition écologique a impacté votre activité ? Alors, la transition écologique, c'est notre quotidien. On travaille avec les espaces verts, donc forcément, c'est un impact au quotidien pour toutes nos équipes et pour tous nos clients, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arrosage. Il faut évidemment avoir une gestion mesurée de l'arrosage. Il faut réfléchir à de nouvelles solutions. Il faut réfléchir aussi à l'utilisation des eaux de pluie. Ça veut dire aussi bien choisir ses végétaux. Le changement climatique a des répercussions sur différentes choses. Donc effectivement, on plante plus les mêmes végétaux dans le sud et dans le nord, c'était déjà le cas, mais du coup, on plante plus des plantes du sud dans le nord et il faut trouver d'autres solutions pour le sud. Ça veut dire aussi une gestion différenciée côté entretien. L'entretien des espaces verts, on tombe plus aussi régulièrement qu'avant. Il y a différentes techniques où effectivement il faut laisser en place les espaces verts et l'entretien naturel. Il faut aussi réfléchir évidemment à la non-utilisation des produits phytosanitaires. Voilà, quelques exemples effectivement de l'impact dans nos activités du quotidien. Oui. Du coup, comment vous avez pris connaissance et comment vous avez connu le FNE Formation ? Alors, le FNE Formation, en tant qu'RH, on s'informe régulièrement, on sait qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Dans les informations quotidiennes qu'on peut recevoir, c'est effectivement quelque chose dont on a entendu parler, sur lequel au démarrage, on ne s'est pas forcément arrêté non plus, parce que on n'avait pas forcément toutes les informations sur les critères. On s'est donc rapproché de notre conseillère au CAPIA pour effectivement approfondir les choses et voir dans quelle mesure on pouvait le mettre en place et monter des dossiers pour pouvoir subventionner nos formations. Et du coup, quels sont les projets, les actions que vous avez pu faire financer avec le FNE Formation ? Alors, on a financé 2 types de formations. Les formations sur le génie écologique. C'est une formation sur laquelle nos équipes ne sont pas formées, c'est nouveau. C'est des choses qui sont maintenant dans les programmes de formation sur évidemment les écoles de paysage, mais c'était pas le cas il y a 10, 15, 20 ans. Donc effectivement, nos salariés ne sont pas forcément, ils le vivent au quotidien, ils en entendent parler sur les chantiers, ils sont forcément confrontés à des choses, mais ils n'ont pas forcément toutes les connaissances sur le génie écologique. Donc on a monté un programme de formation spécifique Ideverde avec un organisme extérieur sur le génie écologique.
On a monté 2 niveaux, un niveau 1 pour vraiment redonner les bases à tout le monde et qui est donc ouvert à tous les collaborateurs de l'entreprise, de l'ouvrier jusqu'au responsable d'exploitation. Et on a monté aussi un niveau 2 pour justement aller plus loin sur la partie terrain d'abord et aussi un module sur la partie études pour nos collaborateurs qui répondent aux appels d'offres. Et ça concerne en fait combien de salariés? Alors, ça peut concerner tous les salariés de l'entreprise. Alors évidemment, on va pas former 3200 collaborateurs comme ça. On a d'abord mis des formations pilotes pour voir effectivement si le programme correspondait aux attentes, si l'organisme était le bon, etc. Et du coup, avec le FNE, on a pu du coup déployer plus de formations dans différentes agences. Donc sur le niveau 1, ça a représenté une vingtaine de salariés sur 2024. Sur le niveau 2, ça représentait une dizaine de salariés sur 2024. L'idée, c'est de pouvoir former encore plus de monde et de proposer du coup cette formation à quasiment toutes nos agences. Mais effectivement, il faut qu'on produise, donc on n'envoie pas tout le monde en formation en même temps non plus. Donc voilà, c'est aussi accroître les compétences de nos équipes, mais voilà, en gardant la réalité du terrain et de la production qu'il faut avoir. Ce sont des parcours qui ont démarré en 2024, 2025. Est-ce qu'il y en a qui sont terminés, d'autres en cours? Oui, on a tous les 30 personnes à peu près là. C'est effectivement des formations qui ont eu lieu, donc qui se sont produites en 2024, qui ont très bien marché. Les retours sont très bons et l'objectif c'est de continuer. Donc effectivement, 2025, on a pour objectif d'en faire encore d'autres. Du coup, là, vous répondez à la prochaine question. Qu'est-ce que vous envisagez par la suite? On peut pas s'arrêter. C'est un sujet qui est forcément indispensable pour nos équipes, pour faire monter en compétence nos équipes. Donc évidemment, on peut pas s'arrêter là. Après, dans quelle mesure on va pouvoir continuer et à quelle hauteur on va pouvoir former, le nombre de nos collaborateurs sera aussi en fonction des soutiens financiers qu'on pourra avoir sur 2025 pour accompagner nos collaborateurs et mettre en place le plus de formations possible. Est-ce que vous avez entendu parler du FSE+? Alors oui, tout à l'heure. On en a entendu parler, voilà. On est effectivement, on a échangé avec nos conseillers au CAPIA, donc on a des bribes d'informations pour l'instant. On a hâte d'en savoir plus pour voir effectivement ce qu'il va être possible de mettre en place en 2025. Oui, le FSE+, c'est un nouveau dispositif qui est financé donc par l'Union européenne via le ministère du Travail. Donc le taux d'intervention des actions de formation est de 50%, ce qui n'est pas négligeable. Et l'idée, c'est de pouvoir financer des actions de formation en lien avec les mutations, et notamment transition numérique, transition écologique, on y est. Transition alimentaire et agricole, sur les compétences métiers et également sur les compétences managériales. Donc la prise en charge porte sur les coûts pédagogiques, mais également les salaires des salariés. Est-ce que du coup, suite à cette description, vous seriez intéressé pour aller sur le FSE+, et financer encore plus de formations? Évidemment. La transition écologique, c'est forcément un sujet pour nous qui est numéro 1 au vu de nos activités. Mais la partie managériale, c'est aussi un vrai sujet pour notre entreprise. Comme beaucoup de monde, on a aussi des problèmes de recrutement, des besoins de monter en compétences de nos équipes. Il y a des personnes qui montent chef d'équipe, manager, conducteur de travaux et qui ont peut-être pas forcément été formés au départ sur la partie managériale. Et du coup, c'est aussi important de pouvoir les accompagner sur ces axes-là. Donc, je suis ravie que ça fasse partie aussi des axes pour pouvoir avoir des soutiens pour mettre en place ce type de formation-là. Oui, je profite de ce webinaire pour annoncer qu'il y a un webinaire en fait consacré aux entreprises pour présenter le FSE+, le 5 mars. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum d'entreprises pour avoir connaissance en fait de ce nouveau dispositif et financer un peu plus d'actions sur la transition écologique, entre autres. Une toute dernière question, Florence, concernant la satisfaction de vos salariés à l'issue de la formation. Est-ce que vous avez pu sonder vos salariés? Quelles ont été leurs réactions? Alors oui, évidemment qu'on questionne nos salariés à l'issue des formations. C'est
des formations qu'on a construites pour nous. Donc effectivement, c'est hyper important de savoir ce que les collaborateurs en pensent pour pouvoir continuer. Ils sont très satisfaits, ça redonne des bases, ça leur permet d'aller plus loin aussi. Effectivement, pour les pour ceux qui sortent d'études, qui sont plus jeunes et qui commencent à avoir ce type de formation à l'intérieur de leurs études, il y a peut-être un peu de redite parfois, mais globalement, pour 90% des collaborateurs qui ont été formés, c'était quelque chose d'important et qui leur a redonné des bases pour justement aller plus loin, accompagner aussi nos clients quand ils sont avec nos clients sur les chantiers, mieux comprendre aussi les attentes sur les chantiers, donc entièrement satisfait. Donc totalement satisfait pour les salariés. Et de votre côté? Nous aussi, évidemment. Faire monter en compétence nos collaborateurs, c'est évidemment très important. Pouvoir apporter du plus à nos clients, pouvoir mieux gérer nos chantiers. C'est tout bénéfice pour nous. Donc évidemment qu'on est satisfait. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que vous avez des questions à l'issue de ce témoignage très intéressant? Pas d'autres questions? Eh ben, je vous remercie de l'applaudir. Merci. C'est l'occasion en fait de relancer donc la petite démo autodiagnostic maturité écologique. Finalement, vous allez la voir. Bonjour à tous, je vais vous présenter le nouvel autodiagnostic de maturité de transition écologique cofinancé par OCAPIAT avec le ministère du Travail dans le cadre de la Charte emploi. Il s'agit d'un nouvel outil qui va intégrer l'offre de services OCAPIAT et qui va vous permettre de jauger de votre maturité sur les questions de transition écologique. Donc sans plus attendre, je vais me rendre sur mon espace OCAPIAT, renseigner mon identifiant et mon mot de passe. C'est parti. Je vais renseigner mon identifiant, je renseigne mon mot de passe et je clique sur connexion. Donc, le temps que la page se charge, donc là j'arrive sur mon tableau de bord. En haut, j'ai plusieurs entrées. Dossier de formation, facture et règlement, reporting, boîte à outils, entreprises et salariés, dialoguer avec OCAPIAT et info. Je clique sur l'entrée boîte à outils. Et donc, j'accède à une fenêtre qui propose des outils opérationnels sur le volet des ressources humaines et notamment des autodiagnostics. Donc là, vous en avez plusieurs. L'autodiag RH, l'autodiag formation interne AFEST, l'autodiag NUM pour l'autodiag numérique, l'autodiag transition écologique et l'autodiag marque employeur. Donc, je vais cliquer sur autodiag transition écologique. Vous noterez que chaque autodiag est symbolisé par une couleur. Celui de la transition écologique est en vert. Donc, je clique dessus. Et donc, j'arrive, comme vous le voyez, à une nouvelle fenêtre avec, à ma gauche, une présentation de l'outil avec des conseils. Et à ma droite, vous avez un menu déroulant permettant de sélectionner le domaine d'activité correspondant au questionnaire. Donc, le domaine d'activité est rattaché à mon entreprise et chaque domaine d'activité est lié à une convention collective et un code APE, ce qui conduit à identifier pour votre entreprise le secteur correspondant et le questionnaire spécifique. Là, dans notre exemple, Périgord Jardin SARL, le domaine d'activité qui a été sélectionné s'affiche au paysage. Donc, je vais renseigner un autodiagnostic pour le secteur du paysage. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur « Commencer un diagnostic » pour lancer le questionnaire. J'ai une autre fenêtre qui apparaît avec en haut le rappel des caractéristiques de mon entreprise
et ici les différentes thématiques composant mon questionnaire. Vous en avez 11. Les questions, elles sont structurées, comme vous l'avez compris, en thématiques. Gestion transverse, gestion RH, gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de l'énergie, gestion des émissions et pollution, diversification de la production, développement de la résilience, gestion sanitaire, production ENR, coopération. Vous avez une dernière cartouche qui s'intitule « Vos résultats ». Nous le verrons tout à l'heure à quoi cela correspond. Pour chaque thématique, vous avez des questions fermées correspondantes avec soit la possibilité de choisir une seule réponse ou alors de choisir plusieurs réponses possibles. Et ce sera à chaque fois indiqué. Donc là, pour la première thématique gestion transverse, on nous indique de sélectionner la réponse qui nous correspond le mieux. Première question, comment estimez-vous le niveau de connaissance des membres de votre entreprise sur les enjeux de la transition écologique? Vous avez plusieurs réponses possibles, de sans opinion à excellent. Donc, vous sélectionnez la réponse qui vous correspond. Nous, on va choisir par exemple moyen. Une fois que vous avez sélectionné votre réponse, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton orange « Valider » et suivant. Et vous avez la deuxième question qui apparaît. Donc, globalement, le questionnaire nécessite de mobiliser une dizaine de minutes de votre temps. Donc là, j'irai un peu plus vite pour vous montrer comment ça se passe. Et à chaque fois que vous répondez à une question, vous avez juste ici le curseur orange en haut qui vous informe de votre progression dans l'avancée du questionnaire. Si vous souhaitez modifier votre réponse, vous pourrez revenir en arrière en cliquant sur le bouton précédent. Donc, on va répondre aux questions et on va valider. Moi, oui, à chaque fois. Alors, pour certaines questions, vous pouvez ne pas avoir la réponse de suite. Et dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'indiquer « Je ne sais pas ». Là, par exemple, on va dire pour cette question « Je ne sais pas ». Vous voyez en haut, j'ai le curseur qui progresse, qui vous indique l'avancée, la progression dans la réalisation du questionnaire. Là, vous voyez, vous avez également la possibilité de dire si oui ou non vous êtes concerné par la question ou si la question est pertinente pour votre entreprise. Si c'est le cas, vous pouvez choisir cette réponse. Nous allons bientôt terminer le questionnaire. Et voilà, une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous pouvez cliquer sur le bouton « Afficher vos résultats ». Une fenêtre apparaît pour vous alerter si vous voulez valider ou non le questionnaire. Si vous le validez, ce questionnaire ne sera plus modifiable et on vous demande, on vous questionne sur le fait de savoir si vous voulez continuer ou pas. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous répondez non et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez à la page précédente et vous pourrez cliquer sur le bouton précédent pour modifier les réponses à votre questionnaire. Donc là, on ne va pas le faire, on va afficher le résultat et on va valider par oui. Si vous répondez par oui, le temps que la page se charge, eh bien, vous obtenez une page structurée en 2 colonnes, comme voici.
À gauche, vous avez un radar qui va illustrer vos résultats sous la forme de score qui va mesurer votre niveau de maturité sur le sujet de la transition écologique. Et à votre droite, vous avez le résultat mais sous une autre forme, sous la forme de macro-compétences avec l'identification de vos atouts, vos leviers de progression avec le taux de maturité et les points de vigilance. Vous avez également la possibilité de générer un fichier PDF pour télécharger vos résultats. On va le faire pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, je génère mon PDF et voici le résultat. Vous avez un document de quelques pages qui va reprendre les réponses avec, pour chaque thématique, les réponses à vos questions pour chaque thématique. Et donc, à l'issue de cet autodiagnostic, votre conseiller au CAPIAT pourra vous recontacter pour échanger sur les résultats et discuter ensemble des suites à donner dans le cadre de notre offre de service et bien sûr au regard des enjeux de votre entreprise. Donc là, on va fermer le PDF. Donc, une fois le questionnaire terminé, vous avez juste là, en bas, un bouton bleu intitulé « Retour à la liste ». Donc, en cliquant dessus, vous arrivez donc à votre première page de l'outil et vous noterez que votre autodiagnostic a été archivé sur votre compte avec une date de validation et bien sûr la possibilité de reconsulter vos réponses. Voilà, c'était la fin de la démonstration. J'espère que celle-ci vous permettra d'apprécier les atouts d'un tel outil pour votre entreprise et pour vous accompagner dans la conduite du changement. Merci beaucoup de votre attention. Donc voilà, vous avez... Oui, vous m'avez reconnu. Donc, vous avez quand même une démarche globale constituée donc d'un outil digital de maturité écologique avec une prestation de diagnostic et accompagnement qui va renforcer l'offre de services au CAPIAT. Donc, pour mémoire, cet outil a été financé par OCAPIAT, mais également par le ministère du Travail sous l'égide d'un EDEC et du Haut Commissariat. Donc, nous allons poursuivre cette séquence de table ronde avec un second témoignage d'une entreprise, Jacquet Brossard, Madame Estelle Briard. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour Estelle, bienvenue. Bonjour, et merci d'être venue. Merci à vous. Donc, témoignage, un second témoignage sur le FNE Formation. Donc, je vais vous demander en fait de présenter votre entreprise, votre activité, le nombre de collaborateurs et l'implantation. Je vais y arriver. Bon. Alors, Jacquet Brossard, ça vous parle peut-être. On est producteur, donc on est boulanger et pâtissier industriel. Vous connaissez tous la savane ou le pain de mie et les burgers. Donc voilà, ça c'est notre activité principale. On fait partie du groupe Limagrin. Donc Limagrin, c'est un groupe céréalier, c'est le 4e céréalier mondial qui est en Auvergne et donc principalement nous utilisons les farines qui sont élevées en Limagne. Donc c'est un territoire de 40 km². Qui est en Auvergne et où on a une usine qui fait à peu près 300 personnes. Là, une des usines principales est le siège de Limagrin. Et puis ensuite, on a des usines, une usine qui est à Clamecy, qui est dans la Nièvre, une usine qui est à Pithiviers, donc l'usine, la principale usine qui fait de Savane-Brossard, donc dans la région centre. Il y a une autre usine qui est à Sens, qui fait aussi du pain industriel, et une usine qui est à Langonette, donc qui fait des crêpes. Quand vous mangez du chocolat Lindt, vous avez du chocolat Lindt qui est aux éclats de crêpes dentelle. Et bien voilà, c'est nous qui les faisons. Je vous donne des éléments puisque vous les retrouvez en supermarché. Au moins, on le saura. Voilà. Et des gaufres en Belgique, mais malheureusement, elles ne sont pas commercialisées en France. Donc notre activité boulanger, pâtissier industriel, on a 1400 collaborateurs en France. Et notre siège social est localisé à Paris dans le 14e. Merci. Comment la transition écologique impacte votre activité ? L'agroalimentaire, forcément, et quand on est un gros industriel de l'agroalimentaire,
Forcément, l'écologie vient nous chatouiller puisque il peut y avoir potentiellement beaucoup de déchets. Donc, une vraie réflexion qui est faite autour de l'utilisation des ressources, de l'utilisation de l'eau, notamment pour toute la partie désinfection des machines, des outils, et puis toute la partie déchets aussi qu'il y a au niveau industriel. Quand vous faites du pain de mie, je suis pas fan du pain de mie sans croûte parce que malheureusement, il fait énormément de déchets. Et concrètement, comment on fait pour réutiliser ces déchets pour que ce déchet soit valorisé autre que dans la nutrition animale, parce que les produits, on peut les donner quand ils sont en sous-poids, par exemple, parce que derrière, les autorités ne nous autorisent pas à le commercialiser. Mais quand on a des déchets qui, parce que vous avez une tranche de pain de mie qui est un tout petit peu retournée, le paquet, il est invendable en supermarché. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? On le fait manger à des cochons. C'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, on a une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on fait concrètement de ces outils, de ces déchets pour les revaloriser, pour en refaire de la farine. C'est vraiment extrêmement important. On réfléchit aussi sur les emballages. Forcément, on est sur de l'emballage plastique, on est sur de l'impression sur les emballages. De plus en plus, on a mis de plus en plus de transparence dans les emballages et des plastiques qui peuvent être le plus fin possible. Mais fin ne veut pas dire trop fin non plus, parce que si l'emballage se craque et qu'on utilise 15 emballages pour un emballage final, l'écologie, elle n'est pas là non plus. Voilà. Et puis nos farines qui sont faites en France, ça veut dire que forcément, en termes d'empreinte écologique, nos grains ne voyagent pas énormément. C'est-à-dire que le grain est élevé en Limagne, les moulins sont aussi sur le même territoire, la principale usine est là, et derrière, ça va se répartir partout en France, mais on reste sur ce territoire-là et on essaie de l'être. Comment vous avez eu connaissance en fait du FNE Formation ? Alors, le FNE Formation, je l'ai utilisé dans d'autres activités, d'autres structures, et je pense que c'est un vrai levier, un vrai enjeu pour les entreprises. Parce qu'on noue un partenariat avec notre opérateur de compétences, et puis ça nous permet aussi d'avoir des leviers supplémentaires et des fonds supplémentaires pour pouvoir former plus de collaborateurs, les sensibiliser à l'écologie, alors que potentiellement on se dit tiens, qu'est-ce qu'on fait pour les sensibiliser? On va un petit peu plus loin et ça permet de développer les compétences de nos collaborateurs sur des thématiques qui sont aujourd'hui très importantes. Pourriez-vous nous décrire les projets, les actions que vous avez financées avec le FNE ? Oui. Alors, les deux principales que je vais vous évoquer, mais on est en cours d'en faire d'autres, c'est au niveau des achats. Nous avons travaillé avec un organisme de formation pour les achats, pour former nos équipes d'acheteurs à faire des diagnostics avec leurs fournisseurs, qui soient divers et variés. Forcément, on a différentes, que ce soit des achats directs ou des achats indirects, pour réduire notre impact écologique, sensibiliser aussi nos fournisseurs en leur disant on a envie de réduire notre impact. Donc on a réalisé des formations avec l'ensemble des équipes achats sous forme d'une formation et des ateliers thématiques pendant 2 jours. Donc ça a été assez important et assez impactant pour faire prendre conscience à tout le monde que la chaîne de valeur, elle est vraiment à toutes les étapes, que ce soit le transport, que ce soit les achats, les fournisseurs qu'on utilise, et puis vraiment beaucoup de choses. Et la deuxième thématique, c'est nos managers. On a lancé des formations auprès de nos managers pour les sensibiliser, pour qu'ils sensibilisent aussi leurs équipes sur la partie écologique. Un collaborateur qui est en production, il fait tomber des produits, il se dit c'est pas grave, je vais les balayer. Oui, mais concrètement, ça veut dire plus de déchets, ça veut dire qu'il faut balayer, qu'on jette les produits, ça nous coûte cher et ça a une empreinte écologique qui est forte. Donc ça, ce sont les deux principales. Et puis là, on est en train de mettre en place aussi sur la maintenance. On sensibilise nos équipes maintenance et nos équipes achats et travaux neufs quand on investit dans nos outils industriels, qu'ils puissent être... Alors, on est en train de tenter de changer nos fours parce que les fours sont aujourd'hui à gaz, et on veut les passer en électrique. C'est extrêmement compliqué pour certaines recettes, notamment le pain. Et puis aussi les sensibiliser quand ils achètent des matériels, de savoir comment ils se lavent, les circuits d'eau, qu'ils utilisent le moins d'eau possible, le moins de produits possible. Donc voilà, c'est à toutes les étapes finalement de l'entreprise qu'on réalise. Et ça concerne combien de salariés ? Alors, sur le management, on en a formé 140, donc des managers de proximité. Et puis, on va continuer. Les équipes achats, c'était une 20aine de personnes. Et sur la maintenance, on en est à 70.
Là, vous mangez sur ma transition. Vous dites que vous allez continuer en finançant encore d'autres actions de formation. C'est sur le FNE. Vous avez déjà déposé des dossiers sur le FNE l'année dernière, ou alors vous envisagez de financer ces projets avec d'autres dispositifs ou éventuellement sur vos fonds propres? Comment ça va se passer? Alors, on avait déjà enclenché finalement en 2024 sur le FNE qui va durer pour les managers notamment, parce que c'est des programmes de formation de 8 jours qui vont jusqu'à septembre. Donc on avait engagé déjà pas mal de fonds de ce côté-là. Il n'y a plus de FNE aujourd'hui mobilisable, donc on va étudier le FSE+. Oui, ouais. Absolument, c'est confirmé. Voilà, et puis sur nos fonds propres aussi, moi j'ai été mobilisée, je suis en pleine période de budget avec les contrôleurs de gestion et ma direction pour aller mobiliser des budgets parce que c'est important. J'ai envie de dire qu'on plante des petites graines quand on fait de l'écologie aussi et on sensibilise tout le monde. Et même en formation, alors moi je me suis pas présentée, je suis responsable du développement RH, donc j'organise beaucoup de formations et à la fin de mes mails, quand j'invite les gens en formation, je leur dis venez avec votre gobelet pour le café qui peut être lavable idéalement, venez pas avec un gobelet en carton qui va être jetable et venez avec vos gourdes d'eau parce que vous êtes sur des sites et vous allez pouvoir recharger votre gourde d'eau. Voilà. C'est des petits messages. Merci Estelle. Est-ce que vous avez des questions pour Estelle? Non. Ça veut dire que tout est clair. Bah, écoutez, c'est merveilleux. Un grand merci. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Donc, cette table ronde est terminée. Avant de laisser la parole à notre cher président Hervé Proche, je souhaiterais adresser mes remerciements à l'équipe de la DIRCOM qui nous a accompagnés, qui nous a aidés à préparer cette table ronde. Également, merci de les applaudir. Également l'équipe du service informatique DSI, spécialement Benjamin et Marie-Charlotte Queteau. Merci à toi, Victor, de m'avoir appuyé. Et je voudrais aussi adresser mes remerciements à Sandrine Peronelli, responsable transition écologique, qui nous a accompagnés dans le pilotage donc, de cette table ronde. Voilà. Il ne me reste plus qu'à laisser la main au président, Monsieur Hervé Proche, pour clôturer cette table ronde. Vous avez la parole. Merci. Merci, Arbia. Donc effectivement, comme vous avez pu le voir, Ocapiat souhaite vraiment se positionner comme un véritable acteur donc, en matière de transition écologique, hein, à l'appui donc bien entendu de nos entreprises, puisque là est nos enjeux et également de leurs salariés ainsi que de nos branches professionnelles du périmètre bien entendu d'Ocapiat qui, je le rappelle, est donc l'agriculture, bien évidemment, puisque nous sommes là aujourd'hui au Salon international de l'agriculture, mais également des secteurs donc de l'agroalimentaire et de la pêche. Nous savons que donc nos secteurs d'activité de l'agriculture, comme je disais, de l'agroalimentaire, de la pêche et culture marine, bien sûr, il ne faut pas les oublier, sont très directement impactés donc par les transformations à mener au titre de cette transformation écologique, mais aussi alimentaire et numérique. Car nous avons d'autres enjeux que celle qui est écologique, comme j'avais pu dire. Il y a diverses transitions à aborder et donc Ocapiat est bien là au rendez-vous. Nous avons encore, comme je disais, une bataille à mener pour faire venir encore plus de salariés et d'entreprises à se former, comme vous avez pu le voir au cours des différents débats, donc se former aux techniques liées à la transition écologique. C'est à cette fin donc, que le conseil d'administration vient de valider un nouveau programme intitulé, donc un programme d'intervention intitulé Compétences d'avenir. Ce programme vise donc à former les salariés aux compétences transverses et essentielles donc à la maîtrise des enjeux écologiques, à savoir la culturation donc au changement climatique, mais également la gestion de l'eau et du stress hydrique, et l'accompagnement au management du changement, la gestion de crise et à la sécurité des données. Avec ce nouvel outil, et ce déjà aussi mis en place et décrit durant toute la table ronde, nous pouvons considérer donc aujourd'hui que nous mettons tous les atouts de notre côté
afin de réussir la transformation environnementale attendue dans nos secteurs d'activité. Tout comme l'a dit Arbia, je tenais également à remercier l'ensemble des équipes d'Ocapiat pour avoir participé donc à la création de ces enjeux, à la montée en compétences d'Ocapiat. Et je tiens particulièrement à remercier donc Sandrine Perrault-Mali, donc qui chapeaute le sujet pour l'ensemble de l'OPCO. Merci beaucoup. Et je vous remercie tous et tous d'avoir participé à cette table ronde.